Même à l'enterrement de leur père, ils se sont disputés. Vous imaginez ce moment qui devrait rassembler une famille, ce jour où l'on croit que tout le monde mettra ses différences de côté, eh bien chez les Morel, ça n'a pas été le cas. Et pourtant, la famille Morel n'est pas une famille à problème. Ils ont leurs moments de complicité, leurs bons souvenirs, mais aux obsèques, la charge émotionnelle était si forte qu'ils sont retombés dans leurs vieux réflexes. Je vais vous raconter leur histoire. 4 enfants devenus adultes qui viennent de perdre leur père. Gérard, un papa aimant et un papy gâteau. Leur mère Marguerite avait été emportée quelques années plus tôt par une crise cardiaque. Cette fois, avec le départ de leur père, c'est comme si toute leur enfance venait de s'effondrer. On va voir ensemble comment chacun réagit pendant les obsèques et surtout pourquoi, sans même s'en rendre compte, ils ont repris les rôles qu'ils occupaient déjà enfants. 4 enfants, 4 ambiances. C'est comme si malgré les années, malgré leur vie d'adulte, ils redevenaient ceux qu'ils avaient toujours été dans la maison familiale. Marguerite et Gérard se sont mariés en 1968. Ils ont eu la joie de donner naissance à 4 enfants. Jean, l'aîné, toujours sérieux, qui a maintenant la cinquantaine passée. Michel, le cadet, discret et réservé. Catherine, l'aînée des filles, connue pour son franc-parler. Et Anne, la benjamine, la plus fragile. Dès l'annonce du décès, chacun a réagi à sa manière. Jean, l'aîné, a pris les choses en main. Coup de téléphone au funérarium, rendez-vous avec le prêtre, choix du cercueil, il notait tout dans un carnet. Un soir, autour de la table familiale, il a annoncé d'une voix ferme. La cérémonie sera vendredi à 10 h, j'ai réservé le salon funéraire et je m'occupe des papiers. Pour lui, c'était une évidence, il fallait avancer, décider vite, organiser, planifier. C'était sa façon de tenir debout et d'éviter de penser à demain. Michel le cadet a hoché la tête en silence. Il paraissait calme, mais à l'intérieur, il était fâché. Il aurait aimé être consulté sur la musique, les fleurs, le faire-part. À la place, il s'est mis à ruminer, en répétant que de toute façon, ça a toujours été comme ça et qu'il n'a jamais réellement eu sa place dans cette famille. Puis, Anne, la petite dernière, n'a presque pas ouvert la bouche. À chaque fois qu'on lui demandait son avis, elle se contentait de dire « comme vous voulez ». Pour les autres, ça ressemblait à de l'indifférence. En réalité, elle était simplement incapable de prendre une décision, car la douleur était trop forte et c'était une manière de se protéger. Enfin, il y avait Catherine. Catherine n'a rien organisé, mais elle a tout commenté. Ces gerbes sont tristes à mourir, papa aurait voulu plus de couleurs. Non, mais cette musique, ça ne lui ressemble pas du tout. Vous l'avez jamais écouté parler ou quoi? À table, les tensions ont fini par éclater pour de bon. Jean voulait un faire-part sobre, Catherine voulait y mettre une photo, Michel n'avait pas été consulté et Anne retenait ses larmes. À un moment, Catherine a quitté la table brusquement. Michel a baissé les yeux, chacun est reparti chez soi avec un poids encore plus lourd. À première vue, on pourrait croire que ce sont juste des réactions isolées, mais en réalité, rien de tout ça n'était nouveau. Ce sont des rôles qu'ils connaissaient déjà par cœur. Des rôles qu'ils avaient il y a 40 ans quand ils vivaient encore tous sous le même toit. Et c'est bien ça qui est frappant. Dans les moments de crise comme un deuil, chacun reprend instinctivement la place qu'il occupait dans la fratrie. Comme si, dans cette maison endeuillée, le temps s'était arrêté. Jean, Michel, Anne, Catherine, tous redevenaient les enfants qu'ils avaient été autrefois. Jean a toujours été le grand, celui à qui on confiait les clés quand les parents s'absentaient, celui qui surveillait les devoirs, qui servait d'exemple. D'ailleurs, son père lui répétait souvent « Tu es l'aîné, c'est à toi de montrer l'exemple ». Alors Jean a grandi avec l'idée qu'il devait être fort, qu'il n'avait pas le droit de flancher et qu'il devait tout gérer. Aux obsèques, il a repris ce rôle sans même s'en rendre compte. Michel, lui, a grandi dans l'ombre de son frère, toujours le deuxième, celui qu'on écoute moins. Il se souvenait encore de ce samedi soir où il avait proposé un dessin animé et où, comme souvent, c'est Jean qui avait eu le dernier mot. Ou de ce Noël où il avait voulu mettre des boules bleues dans le sapin et que son idée avait été balayée. Des petites scènes, mais répétées des dizaines de fois, elles ont fini par lui laisser croire que son avis ne compte pas. Alors aux obsèques, quand il n'a pas été consulté, la douleur est revenue et il s'est senti encore une fois mis de côté. Anne, la petite dernière, est celle qu'on a protégée parce qu'elle était petite. La plus sensible, celle qui pleurait vite, qui se réfugiait dans sa chambre quand les disputes éclataient. Petite, elle se bouchait les oreilles pour ne pas entendre. Son silence d'adulte, c'était le même réflexe. Elle ne fuyait plus dans sa chambre, bien sûr, mais en se taisant, elle se préservait. Et puis, il y avait Catherine, enfin. Depuis toujours, elle contestait. À table, elle disait « Pourquoi c'est encore moi qui dois débarrasser ?» À l'école, elle levait la main pour dire que l'exercice n'était vraiment pas clair. Et adolescente, elle avait un jour lancé à sa mère « Pourquoi c'est toujours Jean qui décide? Moi aussi, j'ai mon mot à dire. » Aux obsèques, elle n'avait pas changé. Ses critiques n'étaient pas de la méchanceté, c'était sa manière de dire « Je suis là, moi aussi. » Et vous voyez, rien de tout ça n'était nouveau. Ainsi, à l'enterrement, chacun croyait agir comme un adulte.
Jean se voyait comme le pilier, celui qui portait tout le monde. Michel pensait qu'il se montrait discret pour ne pas gêner. Anne se protégeait du tumulte en se taisant. Et Catherine, en critiquant, croyait mettre des mots sur ce que les autres n'osaient pas dire. Mais en réalité, tous rejouaient une partition ancienne. La même que lorsqu'ils étaient enfants sous le toit de leurs parents. Comme si le décès de leur père avait effacé leurs années d'adultes, leur réussite professionnelle, leur vie construite. Comme si cela les avait propulsés 40 ans en arrière. Alors que chacun croyait agir selon sa personnalité d'adulte, chacun a repris sa place sans même s'en rendre compte. Pas par choix, pas par méchanceté, juste parce que dans les moments de crise, on retombe dans ce qu'on connaît. Alors une question se pose, mais pourquoi on rejoue nos rôles d'enfants? En fait, c'est presque automatique. Dans un moment de crise, comme la perte d'un parent, notre cerveau cherche à se raccrocher à quelque chose de connu parce que c'est réconfortant. Et quoi de plus connu que la place qu'on occupait dans la maison familiale? C'est un peu comme si, face au chaos, on enfilait sans réfléchir le vieux pyjama qu'on a toujours porté durant son enfance. L'aîné reprend son rôle de responsable parce qu'il a appris très tôt que c'est ce qu'on attendait de lui. Le cadet se sent encore mis de côté parce qu'il croit depuis longtemps que son avis compte moins. La benjamine se fait toute petite comme elle le faisait déjà naturellement. Et la rebelle critique parce qu'elle a toujours eu l'impression que c'était le seul moyen d'exister. Ce ne sont pas des rôles joués volontairement comme au théâtre, ce sont des réflexes affectifs inscrits dans l'enfance qui reviennent sans même qu'on s'en rende compte. Et c'est là que naissent souvent les malentendus. C'est pour ça que tant de familles disent après coup, ça a toujours été comme ça avec eux. Parce qu'on croit se disputer pour le présent alors qu'en réalité, on rejoue une pièce écrite depuis longtemps. Aux obsèques, les rancunes ne naissent pas seulement des décisions prises à la hâte. Vous pouvez voir d'ailleurs une précédente vidéo à ce sujet, je vous mets le lien dans la barre d'inscription. Les tensions liées aux funérailles prennent racine dans des blessures bien plus vieilles. Et quand tout ça remonte à la surface, le moindre mot, le moindre silence devient explosif. C'est exactement ce qui explique pourquoi les malentendus sont si fréquents et pourquoi chacun sort de là convaincu que les autres l'ont blessé volontairement. Dans la famille Morel, chacun croyait comprendre l'autre, mais tout le monde se trompait. Jean pensait « je fais ça pour aider et on me reproche de trop décider ». Michel se disait « je suis invisible, comme toujours ». Anne pensait « il croit que je m'en fiche, mais en réalité, je n'ai plus la force ». Catherine rageait « personne ne dit rien alors que je suis la seule à dire la vérité ». Chacun interprète les gestes des autres comme du rejet, de l'indifférence ou du mépris. Alors qu'en réalité, chacun fait juste comme il peut. Ce qu'ils n'ont pas vu, c'est que chacun exprimait sa douleur avec son propre langage. Jean, en organisant, croyait soutenir. Michel, en se taisant, croyait ne pas déraper. Anne, en fuyant les discussions, croyait se protéger. Et Catherine, en critiquant, croyait exister. Mais pour les autres, ces langages étaient incompréhensibles. Ce qui, pour l'un, était un geste d'amour, était ressenti par l'autre comme une blessure. C'est ça le piège des familles en deuil. On parle tous envahis par nos émotions, mais avec des langages différents. Et on s'accuse de ne pas s'aimer, de ne pas se respecter, alors qu'en réalité, chacun exprime son chagrin à sa manière. Alors est-ce que ça veut dire qu'il faut tout excuser? Non, mais comprendre, ça change tout. Michel aurait pu se dire que Jean décide parce que ça le rassure. Jean aurait pu voir que Catherine cherchait sa place et pas à le détruire. Anne aurait pu reconnaître que son silence était un réflexe de survie, mais pas de l'indifférence. Et Catherine aurait pu comprendre que Michel ne se moquait pas, mais qu'il n'osait juste pas s'affirmer. Comprendre que ce n'est pas une attaque personnelle, mais une vieille histoire qui se rejoue, ça permet parfois de relâcher un peu la rancune. Ça ne règle pas tout, mais ça ouvre une brèche pour l'indulgence. Alors quand on entend « c'est toujours la même histoire avec eux », ce n'est pas seulement une phrase de colère. C'est le reflet de toute une histoire familiale qui ressurgit dans le moment le plus fragile, celui où on dit adieu à un parent, ciment de la famille. Et dans la famille Morel, chacun croyait réagir juste. Jean en organisant, Michel en s'effaçant, Anne en se taisant et Catherine en critiquant. Aucun n'avait l'intention de faire du mal, ils avaient simplement repris, sans le vouloir, les rôles d'enfance qu'ils connaissaient par cœur. C'est pour ça que les rancunes naissent si vite. Parce que dans le chagrin, on ne voit pas les intentions, mais seulement les gestes. Et ces gestes réveillent souvent de vieilles blessures. Mais derrière ces maladresses, il ne faut pas oublier une chose. Les Morel sont une famille qui s'aime. Ils ont ri ensemble, partagé des souvenirs, vécu des moments forts. Et cet amour existe encore, même si dans la tempête des obsèques, il a été recouvert par des vieux réflexes et des incompréhensions. Ce qui blesse, c'est le chagrin, ce qui relie, c'est l'amour. Et l'amour lui reste toujours en toile de fond. Alors non, ça n'efface pas tout, mais ça peut aider à voir les choses autrement.
Parce qu'on cesse alors de voir un ennemi là où il n'y avait qu'un frère, qu'une sœur déboussolés eux aussi. Et c'est déjà beaucoup. Et puis il y a aussi les personnes qui ne viennent pas aux obsèques. Pour certains c'est vécu comme une trahison, mais là encore, derrière l'absence, il y a souvent d'autres histoires. C'est ce dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. À bientôt, vous avancez même si vous ne le voyez pas encore.